Il paraît que Bruno Retailleau jouit d'une immense popularité auprès des Algériens. Si l'on en croit certaines affirmations, on croirait presque qu'il est leur chouchou national. C'est ce qu'a déclaré Retailleau en se fondant sur l'idée que Sansal l'aurait dit et que Macron aurait peur des Algériens et aurait apporté l'humiliation à la France. La vérité éclatante que répètent les gens et que confirment les positions démontre exactement le contraire. L'amour et l'affection dont parle Bruno Retailleau à son égard de la part du peuple algérien ne sont qu'une illusion qu'il vit dans une dimension parallèle loin de la réalité. Le consensus est presque total parmi tous les Algériens que l'on rencontre. Ils le refusent et ne l'acceptent pas. Un sentiment de rejet à son égard est clairement perceptible partout, non seulement en Algérie mais même en France où sa popularité s'est effondrée et où il ne jouit d'aucun respect notable. L'insistance de Retailleau à dire qu'il a la cote en Algérie n'est que pure fiction. Et peut-être que les flatteries de Boualem Sansal, si elles sont vraies, ne reflètent que des souhaits sans aucun fondement. Cette illusion dans laquelle vit Retailleau, qui le conduit à croire que les Algériens kiffent leur président Abdelmadjid Tebboune, puis l'aiment, lui personnellement est une impression erronée qui révèle à quel point il est détaché de la profondeur et de la solidité de la relation entre le peuple algérien et sa direction nationale. Une direction qui bénéficie d'un large soutien. Au milieu de ce tableau se dévoile la posture de Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur français et chef du parti Les Républicains. Posture imprégnée d'un profond ressentiment et d'un sentiment d'échec. Il adresse ses accusations au président français Emmanuel Macron, affirmant que sa politique envers l'Algérie a apporté l'humiliation à la France. Retailleau estime que cette situation est due à la persistance de l'Élysée et du Quai d'Orsay à se soumettre à l'Algérie, oubliant que c'est la France qui, selon lui, serait humiliée. Il a reconnu que la politique de la main de fer qu'il avait cherché à imposer au gouvernement précédent avait été rejetée par la présidence et le Quai d'Orsay, oubliant que plusieurs de ses propositions, notamment la réduction du nombre de visas, ont bel et bien été mises en œuvre sans que cela ne lui apporte le moindre succès ni serve sa ligne dure. En définitive, ce que révèlent les déclarations, les prises de position récurrentes et les postures discursives de Bruno Retailleau n'est pas seulement une lecture déformée de la réalité algéro-française, mais un symptôme plus profond d'une crise identitaire et politique interne à la droite française. Crise qui cherche faute d'horizons cohérents des exutoires dans la rhétorique de la confrontation externe. Cette rhétorique nourrie de références nostalgiques et d'une vision passée des rapports entre les nations se nourrit d'un imaginaire politique où l'Algérie, en tant qu'acteur souverain et indépendant, n'est pas perçue comme un partenaire possible, mais comme un adversaire symbolique sur lequel projeter frustration, défaite politique et sentiment d'impuissance intérieure. Le discours de Retailleau s'inscrit pleinement dans ce cadre, mobilisant une grammaire politique, demeurée prisonnière de réminiscences du passé et exprimant une difficulté manifeste à reconnaître les transformations géopolitiques du XXIe siècle. Car il est évident que la dynamique internationale contemporaine n'accorde plus aucune place aux relations asymétriques fondées sur les rapports de domination et la hiérarchisation entre nations. Le monde multipolaire en construction impose de nouvelles logiques, de nouvelles équations et exige de nouvelles capacités d'adaptation. Les États qui refusent de s'y conformer ou qui persistent dans l'illusion d'une supériorité intangible se retrouvent rapidement marginalisés ou dépassés par les événements. L'Algérie, forte de son capital historique, de ses ressources, de son poids géopolitique et surtout de sa cohérence diplomatique, a su comprendre et accompagner ce mouvement global. C'est ce qui explique en partie la confiance affichée dans ses relations extérieures et la constance de ses positions, lesquelles ne sont pas le produit d'un esprit de confrontation, comme le suggèrent certains cercles en France, mais l'expression d'une souveraineté assumée et d'une stratégie réfléchie. Dans ce contexte, les propos de Retailleau apparaissent comme une réaction à contretemps, une tentative de réimposer une grille de lecture inadaptée, ancrée dans un passé que plus personne ne reconnaît, sinon ceux qui refusent d'admettre la fin d'un cycle historique. Ce décalage ne s'explique pas seulement par une divergence d'intérêts, mais par une incompréhension plus profonde des dynamiques à l'œuvre dans la société algérienne contemporaine. Car réduire tout un peuple à des affects primaires,
à des mouvements de sympathie ou d'animosité personnelle envers un responsable politique français, ne témoignent que d'une méconnaissance des réalités sociales et politiques de l'Algérie actuelle, où la conscience nationale, nourrie par l'histoire et consolidée par l'expérience, constitue un élément structurant du rapport aux autres nations. De plus, en brandissant l'Algérie comme une menace destinée à alimenter l'inquiétude d'un électorat français sensible aux discours identitaires, Retailleau interpelle non pas l'Algérie elle-même, mais une réalité intérieure française en pleine mutation. Il s'adresse à ce public fragmenté qui, dans les banlieues et les périphéries, vit le malaise de la désindustrialisation, de l'absence de perspective, de l'insécurité sociale, et qui cherche des explications simples à des problèmes complexes. En transformant l'Algérie en un écran sur lequel projeter ses troubles, Retailleau adopte une stratégie qui historiquement a souvent été employée par une partie de la classe politique française, détourner l'attention des crises internes par la fabrication d'ennemis extérieurs. Cette instrumentalisation, toutefois, ne trouve plus l'écho unanime qu'elle rencontrait autrefois, car les sociétés contemporaines mieux informées, plus critiques, ne se contentent plus de grilles d'interprétation simplistes. Il est intéressant à cet égard de noter que la stratégie employée par Retailleau ne débouche sur aucune proposition concrète susceptible d'améliorer les relations bilatérales, de renforcer la coopération ou d'apporter une solution viable aux problématiques soulevées. Son discours demeure dans le registre de la dénonciation de la mise en accusation et du repli identitaire sans offrir de perspective constructive. Cela contraste radicalement avec la posture adoptée par la diplomatie algérienne qui se concentre sur les principes de parité de respect mutuel et de coopération fondée sur les intérêts communs. En effet, la politique étrangère de l'Algérie ne s'est jamais inscrite dans une logique de confrontation gratuite, mais dans une recherche constante d'équilibre et d'équité, en conformité avec ses valeurs fondatrices et avec les exigences de la scène internationale. C'est précisément cette approche équilibrée qui confère à l'Algérie une crédibilité de plus en plus reconnue sur le plan international. Crédibilité qui s'exprime tant dans les forums multilatéraux que dans ses accords bilatéraux avec des puissances émergentes et des acteurs régionaux influents. Ce positionnement avantageux qui renforce la capacité du pays à défendre ses intérêts sans se soumettre à des pressions extérieures constitue un facteur de stabilité interne et externe. Il déstabilise toutefois les discours fondés sur des présupposés de supériorité, car il démontre que les rapports internationaux ne sont plus structurés par des hiérarchies rigides, mais par des équilibres de forces fluides dans lesquels chaque État dispose d'une marge d'action souveraine. La réaction de Retailleau, souvent marquée par la crispation, s'inscrit donc dans une tension entre deux visions du monde. L'une portée par l'Algérie fondée sur la souveraineté, l'équité et la construction d'un avenir libéré des réflexes hérités de l'histoire coloniale, l'autre incarnée par une partie de la classe politique française prisonnière de nostalgie du passé, de la logique des blocs et de la croyance en une Europe toujours capable de dicter les règles du jeu global. Cette tension ne se résout pas par l'affrontement, mais par l'adaptation. Or, cette adaptation suppose de renoncer à une certaine lecture du passé, ce qui demeure difficile pour ceux qui ont construit leur identité politique sur les célébrations d'une France qui ne correspond plus à la réalité contemporaine. Il apparaît alors que la principale contradiction n'oppose ni l'Algérie à la France, mais bien la France à elle-même. Une France en mouvements divers, pluriels, consciente des nouvelles réalités du monde, tente de cohabiter avec une France inquiète, nostalgique, repliée sur elle-même et cherchant dans les discours de fermeté une compensation psychologique à un sentiment de déclassement. Retailleau, dans cette dialectique, se fait le porte-voix de cette dernière, refusant de reconnaître la part de transformation que la société française doit assumer pour construire des relations internationales sereines. Ce refus est manifeste notamment dans la tendance à réactiver des catégories d'analyse qui étaient déjà dépassées au moment où la France coloniale entamait son processus de délitement. Mais malgré l'insistance de Retailleau à dramatiser la situation et à peindre l'Algérie comme un acteur hostile ou comme un adversaire géopolitique, la réalité demeure que les relations entre les deux pays ne sont ni figées ni irrémédiablement conflictuelles. Elles sont complexes, traversées par des enjeux humains, économiques, culturels et politiques profonds qui exigent un traitement lucide et responsable.
L'Algérie, pour sa part, n'a jamais fermé la porte au dialogue ni à la coopération, mais elle exige que ces échanges se déroulent sur la base du respect mutuel du droit international et de la reconnaissance explicite de la souveraineté nationale. C'est cette exigence parfaitement légitime dans le cadre des relations entre États que certains acteurs politiques français peinent encore à accepter. Ce refus lui-même, enraciné dans une lecture tronquée de l'histoire, nourrit les tensions et empêche l'établissement de bases solides pour un partenariat réellement bénéfique. Pourtant, la réalité démographique, économique et humaine montre clairement que les destins de l'Algérie et de la France demeurent liés par des échanges constants. La mobilité des personnes, les relations commerciales, les interconnexions culturelles, les projets industriels et stratégiques, ainsi que les enjeux sécuritaires communs en Méditerranée et la présence d'une communauté franco-algérienne nombreuse et dynamique. Ignorer ces réalités revient à se condamner à une vision étriquée et improductive des relations internationales. À l'inverse, reconnaître la complexité de ces interdépendances permet d'imaginer un avenir dans lequel les deux sociétés différentes mais proches peuvent coopérer dans un cadre renouvelé, débarrassé des préjugés et des réactions épidermiques. La diplomatie algérienne, dans sa posture actuelle, s'inscrit déjà dans cette vision de long terme attentive aux évolutions du monde et consciente de la nécessité de bâtir des relations basées sur la confiance, la transparence et la stabilité. Ce sont ces piliers qui permettent à un État souverain de se projeter avec assurance dans l'avenir, sans renoncer à ses principes et sans céder aux pressions de ceux qui veulent instrumentaliser les tensions pour des bénéfices politiques immédiats. Ainsi, loin de refléter une réalité objective, le discours de Retailleau se révèle être un outil politique destiné à maintenir en vie un imaginaire dépassé. Mais cet imaginaire ne trouve plus de prise sur les dynamiques réelles qui structurent les relations algéro-françaises. Il ne fait que mettre en lumière les contradictions internes d'un courant politique en perte de repères, incapable de proposer un projet crédible pour la France et cherchant dans la confrontation avec l'Algérie une forme de compensation idéologique. En cela, le contraste est profond avec la posture algérienne marquée par la sérénité, la maîtrise, la clarté stratégique et la cohérence diplomatique. L'avenir, quant à lui, ne se construira ni sur la nostalgie ni sur la crispation, mais sur la capacité des deux nations à dialoguer dans le respect, à reconnaître les transformations du monde et à s'engager dans un partenariat fondé sur des intérêts réels et des bénéfices mutuels. C'est cette vision plus mature et plus constructive que le peuple algérien défend aujourd'hui à travers son attachement profond à la souveraineté nationale et à la dignité collective. Et c'est cette même vision qui trouvera tôt ou tard un écho dans toutes les forces politiques françaises capables de dépasser les réflexes du passé pour embrasser les exigences de l'avenir. Car les relations entre les nations ne sont jamais figées, elles évoluent, se renouvellent et se réinventent. Et seules les approches fondées sur la lucidité, la justice et le respect peuvent perdurer.